Nos ennemis politiques, nos adversaires, les fédéraux, n'arrêtent pas de dire qu'évidemment, la Constitution, ce n'est pas une question importante. Alors, on est dans la première belle fin de semaine du printemps. Il y a une salle ici, ma foi, pas mal bien remplie de gens qui ont sacrifié quelques heures de leur temps, de cette magnifique température, de ce début du mois de mai, pour venir assister à un événement sur les 40 ans du rapatriement de la Constitution. Eh bien, ça me fait dire que les Québécois comprennent instinctivement que la question constitutionnelle, c'est une question extrêmement importante. Pourquoi est-elle importante? Cette question, elle est importante parce que c'est évidemment la question du statut du Québec dans le Canada. C'est la question de savoir si nous formons ou pas une nation. Cette question-là, elle est fondamentale et puisque je soulève la question, je vous la pose. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent que le Québec forme une nation? Oui. Je voudrais qu'on nous entende à Ottawa. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent que nous formons une nation? Oui. Voilà, exactement. C'est la réponse que j'attendais. Ça m'aurait très surpris que les noms fusent de la salle et je me serais dit, je ne suis pas devant le bon auditoire. Donc, la question de la nation, c'est une question fondamentale. Et tout à l'heure, Luc parlait du référendum de 1980. C'était évidemment une des questions fondamentales de ce référendum. Et comme Luc l'a rappelé également, un des moments forts de ce premier référendum, un des points d'orgue de ce premier référendum, ça a bien sûr été l'engagement solennel pris par M. Trudeau le 14 mai 1980, 6 jours avant le vote fatidique du 20 mai. M. Trudeau, qui, comme l'a dit Luc, s'était engagé à renouveler le fédéralisme, à renouveler la Constitution, et qui avait dit, et je le cite, « Nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. » Alors, les mots que M. Trudeau avait dit, il avait tapé sur son lutrin pour bien insister, pour bien marquer le coup, et il avait donc pris cet engagement solennel aux Québécois, devant les Québécois. On connaît la suite. Et la suite, qu'est-ce que ça a été? Eh bien, la suite, ça a été évidemment la nuit des longs couteaux. Ça a été l'isolement du Québec. Ça a été les provinces alliées du Québec qui ont abandonné le Québec et qui ont rallié Ottawa. Et ça a été vraiment nous qui sommes un des peuples fondateurs du Canada qui avons été exclus de la Constitution. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que cette opération s'est faite avec l'appui de l'immense majorité de nos élus à Ottawa, ceux qui nous représentaient à Ottawa. Et parmi ceux-là, parmi ces députés qui ont appuyé M. Trudeau à l'époque, ceux qui sont encore vivants aujourd'hui continuent de dire que, mon Dieu, c'était merveilleux ce qui s'est passé en 82. Ça a été un jour fantastique et super pour le Québec. Alors, je pense à des gens comme M. Joyal, Serge Joyal, ancien député, Céline Hervieux-Payette, une ancienne députée. Je pense à des gens comme, évidemment, Jean Chrétien, qui était évidemment ministre de la Justice avec M. Trudeau et qui est, comme vous le savez, par la suite devenu premier ministre. Je pense à des gens comme Marc Lalonde, un ancien ministre de M. Trudeau. Alors, je ne sais pas s'il y a des liens de parenté avec Guillaume. Aucun dit-il, non, 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 pas du tout, pas du tout. Marc Lalonde. Marc Lalonde qui disait devant les médias il y a 2 semaines que le rapatriement de la Constitution avait drôlement bien servi les Québécois. Drôlement bien servi, a-t-il dit. Eh bien, si vous me permettez, j'aimerais qu'on explique à M. Lalonde quelles ont été les conséquences de ce rapatriement de la Constitution. La Constitution de 82 consacre l'égalité des provinces. Ça veut dire qu'on a rabaissé le Québec au même rang, au même statut que la Saskatchewan ou que l'île du Prince-Édouard. Alors, j'aimerais qu'on réponde à M. Lalonde, est-ce que la Constitution de 82 a drôlement bien servi le Québec? Non, exactement. C'est la réponse que j'attendais. Vous avez bien répondu. Bravo. Je poursuis. La Constitution de 1982 nous a enlevé notre droit de veto. Et c'est la Cour suprême qui s'est chargée de cette opération. Comme je l'ai démontré dans la bataille de Londres, il y a 2 juges qui ont agi illégalement pour donner de l'information privilégiée aux fédéraux pour les aider à rapatrier la Constitution sans notre accord, pour permettre aux provinces anglophones et au gouvernement fédéral de se liguer contre nous. Alors, encore une fois, je vous pose la question, on répond à M. Lalonde, est-ce que le rapatriement a drôlement bien servi les Québécois? Non. Voilà, encore une nouvelle bonne réponse. Vous passez très bien votre examen, j'en suis très heureux. Alors en fait, qu'est-ce qui est arrivé?
Il est arrivé que sous couvert de justice, on a usurpé nos pouvoirs. Sous couvert de justice, on a invalidé nos lois dans nos champs de compétences exclusifs. Sous couvert de justice, on nous a imposé le bilinguisme canadien de façon à angliciser le Québec. Sous couvert de justice, on nous a imposé le multiculturalisme canadien qui nous rabaisse au statut d'une minorité culturelle quelconque dans le grand Canada multiculturel qui nie notre identité de nation fondatrice du pays. Alors, M. Lalonde, cessez de mentir depuis 40 ans et reconnaissez que le rapatriement de la Constitution, c'est une trahison, c'est une injustice. Et c'est pour cette raison que j'ai déposé un recours judiciaire pour contester la loi constitutionnelle de 1982, parce que nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour combattre ce coup d'État pernicieux et permanent qui a été fait contre notre nation. Alors, ça a été une catastrophe. Et ça a tellement été une catastrophe qu'à 2 reprises, on a tenté de réparer les pots cassés. Et tout à l'heure, Luc en parlait. Je parle bien sûr des accords du Lac-Meech et de Charlottetown. 2 accords qui ont déraillé. Pourquoi ces accords ont-ils déraillé? Ces accords ont déraillé parce qu'on nous reconnaissait comme une société distincte, parce que les Canadiens anglais ne voulaient pas nous reconnaître comme une société distincte, parce que les Canadiens anglais ne voulaient pas nous reconnaître comme une nation. Alors, ces 2 échecs nous ont menés au référendum de 1995, et encore une fois, Luc en a parlé tout à l'heure. Et donc, durant ce référendum de 1995, M. Chrétien, alors qu'il était maintenant devenu premier ministre, a fait exactement comme son mentor, M. Trudeau, avait fait avant lui, en 1980. M. Chrétien s'est employé à nous duper, à nous tromper, à nous mystifier, parce que, souvenez-vous, 3 jours avant le vote, M. Chrétien aussi nous a promis du changement. Souvenez-vous quand il s'est adressé à la nation québécoise, cette fois par le truchement de la télévision, M. Chrétien, alors que le vote pour le oui montait dans les sondages, le 27 octobre 1995, M. Chrétien qui a dit « J'ai entendu la voix du changement qui vient du Québec ». Et il y avait des premiers ministres dans les autres provinces qui se faisaient l'écho de M. Chrétien. Mike Harris, en Ontario, qui disait « Oui, on va décentraliser le Canada ». M. McKenna, du Nouveau-Brunswick. M. McKenna, qui a été le premier à s'attaquer à la clause de société distincte. M. McKenna, tout d'un coup, Frank McKenna, qui disait qu'il fallait ressusciter la société distincte. Frank McKenna, celui qui crie au loup dans le poulailler alors que c'est lui-même qui a égorgé les poules. Et là maintenant, qu'est-ce que ça nous a donné comme changement d'avoir voté non une 2e fois en 1995? Premier changement, le programme des commandites. On a donné de l'argent à des bandits amis du régime fédéral. Et là, ils nous ont tapissé le Québec avec des drapeaux du Canada. Ils nous ont vendu avec l'argent de nos impôts des hochets aux couleurs de l'unifolié, comme si on était une bande de demeurés. 2e changement, on nous a imposé la loi sur la clarté référendaire. La loi sur la clarté référendaire qui nie notre droit à l'autodétermination et qui nie l'existence de la nation québécoise. Voilà les changements qu'on a faits. Les 2 référendums, ça me fait extrêmement penser, en fait, à différents épisodes de notre histoire et ça me fait particulièrement penser aux 2 crises de la conscription. En 1914, la guerre commence en Europe et là, les fédéraux, pour avoir notre appui, nous promettent qu'il n'y aura pas de conscription. 3 ans plus tard, en 1917, on nous a imposé la conscription. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale commence. Encore une fois, les fédéraux, pour gagner notre appui, nous promettent qu'il n'y aura pas de conscription. 5 ans plus tard, en 1944, on nous a imposé la conscription. L'épisode des 2 référendums, ça me fait également penser à toute la question du français dans l'Ouest au 19e siècle. Comme vous le savez, il y avait beaucoup de francophones dans l'Ouest au 19e siècle, notamment beaucoup de métis francophones. Alors on leur a dit, joignez-vous au Canada, on va créer une province, vos droits vont être reconnus dans la Constitution. Et on a créé le Manitoba, on a donné des droits constitutionnels aux francophones. Et comment ça a fini?
ça a fini avec la pendaison de Louis Riel. Et quand les Anglais ont pendu Louis Riel, ils ont éradiqué la culture française de tout l'Ouest canadien, qui a été réduit à sa plus simple expression, à une peau de chagrin. C'est ça qui est arrivé dans l'Ouest canadien. C'est ça l'histoire du régime fédéral. C'est une arnaque à grande échelle. C'est une injustice après une autre injustice, génération après génération. Et c'est pour cette raison que j'ai créé l'organisation Justice pour le Québec, parce qu'il faut se battre collectivement pour obtenir justice, les injustices qui ne cessent jamais pour notre peuple. Et après chaque coup de force, après chaque coup fourré, après chaque coup bas, et il y en a beaucoup, des coups qui nous sont donnés, les fédéraux utilisent toujours la même tactique. Il s'agit d'essayer de nous endormir. Il s'agit de nous faire croire que l'injustice qu'on a subie, que tout ce qui s'est passé, ça n'a pas d'importance, que ce n'est pas quelque chose, des choses auxquelles on doit porter attention et qu'il faut oublier, etc. Dormez, bonnes gens, n'est-ce pas? Et un de ceux qui a très bien utilisé cette stratégie, qui l'a très bien compris, qui l'a très bien mise de l'avant, c'est nul autre que Jean Chrétien. Alors, après les épisodes de constitution, référendum dont on s'est parlé, M. Chrétien s'est mis à dire que là, maintenant, il fallait parler d'économie. La Constitution, ce n'était plus important, c'était une espèce de faux sujet. Et moi, je me souviens très bien d'une intervention que M. Chrétien avait faite, et il avait dit ceci. « Bien, écoutez, le chômage, la Gaspésie, que voulez-vous? La Constitution, mais ça ne lui dérange pas! » Alors, ça a été ça. Alors, voyez-vous, ce qui est drôle avec Jean Chrétien, c'est que vous n'avez pas besoin d'exagérer, vous n'avez pas besoin de caricaturer, vous avez juste besoin de répéter mot pour mot ce qu'il a dit, et ça fait rire à tous les coups. Alors, je vois Bernard Larain dans la salle, il m'a entendu plusieurs fois raconter cette anecdote de Jean Chrétien, et il a toujours le sourire fendu aux lèvres, du moins je le devine sous ton masque, Bernard. Donc, vous faites que répéter, et les gens rient le sourire aux lèvres. Et c'est devenu le discours des fédéraux. Hein? C'est pas important, dormez, bonnes gens, occupez-vous d'autres choses, circulez, il n'y a rien à voir. C'est le même discours, le même genre de discours que M. Harper nous a servi en 2013, quand mon livre sur la bataille de Londres est paru. Alors évidemment, on en a parlé un peu tout à l'heure, Luc en a parlé, il y a au moins 2 juges de la Cour suprême qui ont agi illégalement pour aider les fédéraux à rapatrier sans nous la Constitution, ce qui évidemment est illégal. Et donc, c'est les archives britanniques qui nous ont révélé ces événements, qui nous ont révélé ces coulisses du rapatriement. Et donc, l'Assemblée nationale a exigé du Parlement fédéral, du gouvernement fédéral, qu'on rende publiques les archives du rapatriement, parce que figurez-vous que moi, quand j'ai écrit La bataille de Londres, les fédéraux m'ont remis des documents censurés. Les fédéraux continuent de nous cacher l'information concernant le rapatriement de la Constitution, incluant à l'heure où on se parle. Et là, qu'est-ce qu'a répondu M. Harper? Bien, M. Harper a répondu, bien, on ne fera pas ça, nous, on veut s'occuper d'économie. Notre priorité, c'est l'économie. Comme si de rendre publiques les archives, de dire aux archivistes là, à Ottawa, sur la rue Wellington, laissez les gens qui s'intéressent à la question, laissez-leur consulter les archives, tout ce qu'on vous demande. Et là, M. Harper dit, non, le chômage va monter, le déficit va se creuser. On ne peut pas permettre aux gens de consulter les archives de la Constitution, voyons donc. On nous prend vraiment pour des valises. On prend les Québécois pour des imbéciles quand on nous sert ce genre de réponse. Et à l'époque, dans l'opposition, Justin Trudeau avait fait cause commune avec M. Harper. Hein? Alors, exactement le même discours que M. Harper. Et ça m'amène justement à parler un peu de M. Trudeau. En 2017, il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement fascinant, si j'ose dire. À l'époque, on était dans le gouvernement Couillard, si vous vous souvenez, et M. Couillard avait fait une demande pour modifier la Constitution. M. Couillard avait déposé une politique qui disait un jour, il va falloir rouvrir la Constitution. Et là, 3 fois en une semaine, M. Trudeau a répondu à M. Couillard. Premièrement, il lui a dit « Non, on ne rouvrira pas la Constitution ». Deuxièmement, il lui a dit « Non, on ne rouvrira pas la Constitution ». Et troisièmement, il lui a dit « Non, on ne rouvrira pas la Constitution ». C'est vraiment fascinant, M. Trudeau. M. Trudeau qui dit oui à toutes les demandes d'accommodement religieux venant de toutes les communautés culturelles possibles et imaginables.
M. Trudeau qui a donné des centaines de milliers de dollars à des groupes islamistes, ouvertement antisémites, ouvertement sexistes, alors qu'il leur a donné des centaines de milliers de dollars, mais quand c'est le temps du Québec, alors là, par contre, c'est toujours non, non et non. Alors, tout est fait du côté des fédéraux pour que le Québec s'éclipse, pour que le Québec s'efface, pour que le Québec s'écrase. C'est ça la stratégie des fédéraux. Et une autre excuse qu'on utilise pour nous oublier, pour qu'on ne dise rien, qu'on reste assis, couché à terre, qu'on dise absolument aucun mot, c'est de dire que c'est des vieilles chicanes. Ah bien, c'est formidable, ça, comme stratégie, dire que c'est des vieilles chicanes. C'est nous qui avons subi des injustices. C'est nous qui continuons de subir des injustices. Puis on vous dit, ah, vous n'allez pas commencer la chicane. Vous êtes des chicaniers, vous cherchez la dispute, vous voulez nous diviser. Alors on blâme la victime. C'est vous, la victime, qui êtes responsable. Vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. C'est ça le genre de discours qu'on nous sert. Une autre excuse, c'est que ce n'est pas important. Ah, la Constitution, ce n'est pas important. On sait tous que ça ne concerne personne, ça ne touche pas la vie des gens. Tout le monde, les gens n'en ont rien à battre, si vous permettez une expression familière de la Constitution. Je prends un exemple. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui s'appelait Anuja Bhaskaran, une femme d'origine sri-lankaise qui était venue s'établir au Québec pour avoir une vie meilleure, pour recommencer sa vie. Cette jeune femme, en 2013, elle avait tout l'avenir devant elle et elle a été assassinée. Son mari a été accusé, il a été arrêté et après quelques années, il est sorti de prison. Toutes les accusations contre lui ont été abandonnées. Pourquoi? Elles ont été abandonnées en vertu d'une décision de la Cour suprême, évidemment une décision basée sur la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a dit que le Québec violait la Charte canadienne parce que les délais judiciaires étaient trop longs au Québec et par conséquent, il fallait libérer des gens accusés, il fallait libérer des gens comme le mari de Mme Bhaskaran. Il y a un policier qui a témoigné dans les médias à l'époque, qui était un enquêteur au dossier et qui a dit « La preuve contre le mari de Mme Bhaskaran était une preuve accablante. » Et cet homme, aujourd'hui, contre qui pesait une preuve accablante, cet homme est libre comme l'air. Prenons d'autres exemples. Des présumés fraudeurs, des présumés escrocs, comme Nathalie Normando, l'ancienne ministre libérale qui a été mise en cause, comme vous le savez, lors de la commission Charbonneau. Elle aussi, toutes les accusations contre elle sont tombées en vertu de la décision de la Cour suprême, en vertu de la Constitution, en vertu de l'arrêt Jordan. Marc-Yvan Côté, qui avait été mis en cause non seulement lors de la commission Charbonneau, mais qui a été mis en cause également lors du scandale des commandites. Marc-Yvan Côté, qui a admis avoir reçu une valise avec 120 000 $ en argent liquide dans la valise, une scène digne d'un film de gangster. Eh bien, Marc-Yvan Côté, libre comme l'air, toutes les accusations contre lui ont été abandonnées. Tout ça au nom de la Constitution. Alors, ce serait quoi? Pas important, la Constitution? Ce serait chercher la chicane que de parler de Constitution? Je prends un autre exemple, encore plus troublant celui-là. Adil Sharkawi, ce prédicateur sulfureux dont vous avez probablement entendu parler. Adil Sharkawi, qui, l'année dernière, lors de la victoire des talibans à Kaboul, quand les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan, Adil Sharkawi qui a déclaré publiquement « Hommes et femmes et enfants d'Afghanistan qui savourent enfin la liberté. Afghanistan, a-t-il dit, terre des hommes libres. » Je tiens à souligner qu'il y a des Québécois qui sont morts en Afghanistan parce qu'ils se sont battus pour le bien-être et pour la liberté du peuple afghan. Je tiens à souligner qu'à l'heure où on se parle, en Afghanistan, les femmes adultères sont lapidées, les homosexuels sont pendus, les chrétiens sont systématiquement assassinés parce qu'ils croient en la parole du Christ. Et c'est de cela que M. Sharkawi s'est publiquement réjoui. Cet homme est tellement extrémiste qu'au milieu des années 2000, les autorités ont tenté de le déporter dans son Maroc d'origine. Mais hélas, M. Sharkawi avait des bons avocats et ces bons avocats pouvaient compter sur la Charte canadienne des droits et libertés. Et grâce à la Charte canadienne des droits et libertés, eh bien, les avocats de M. Sharkawi ont empêché le gouvernement de le déporter dans son pays d'origine. Et par conséquent, M. Sharkawi a obtenu sa citoyenneté canadienne et par conséquent, M. Sharkawi va rester parmi nous jusqu'à la fin de ses jours. M. Sharkawi, qui s'est aussi distingué dans un autre dossier,
celui de la loi 21, parce qu'évidemment, M. Charkaoui est un grand adversaire de la loi 21. Et la loi 21, évidemment, ça aussi, ça touche la question constitutionnelle. Pas plus tard que l'année dernière, comme vous le savez, la loi 21 a été partiellement invalidée par les tribunaux, par un juge fédéral, le juge Marc-André Blanchard, un ancien donateur du Parti libéral avant qu'il soit juge. Je suis sûr que vous êtes très surpris par cette information. Et donc, la Constitution, ça touche aussi les lois identitaires québécoises et ça touche aussi la question du français. Et ça touche aussi, évidemment, la question de la loi 96. Tout à l'heure, Luc en parlait. La loi 96 qui vise, évidemment, à renforcer le français au Québec et la loi 96 qui vise à faire reconnaître unilatéralement dans la Constitution le fait que le Québec forme une nation. Alors évidemment, je sais que vous serez probablement de mon avis, pour nous, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Mais il faut quand même reconnaître, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Et qu'est-ce qui se passe quand le Québec fait un pas dans la bonne direction? Comment réagissent les Canadiens anglais quand on fait un pas dans la bonne direction? Comment ont réagi les Canadiens anglais du Québec quand ils ont vu le gouvernement du Québec mettre de l'avant ce projet de loi 96? Qu'est-ce qu'ils disent quand on veut se faire reconnaître comme nation? Eh bien là, il y a des porte-paroles éminents de la communauté anglophone du Québec. Puis là, je ne vous parle pas là, des gens anonymes sur les réseaux sociaux, des gens éminents, connus, éduqués, qui nous ont accusés d'être des fascistes, qui ont comparé la loi 96 à la Gestapo. Je pense à Marlene Jennings, la présidente du Québec Community Networks, une ancienne députée du Québec à Ottawa, Madame Jennings, qui a fait un parallèle entre la loi 96 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie qui assassine des femmes, des enfants, la Russie qui commet des massacres. Et c'est à cela que Mme Jennings a comparé la loi 96. Et donc, tous ces braves gens, en plus, on peut en être pratiquement certain, lorsque la loi va être adoptée, vont contester la loi 96 en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, et vous pouvez être certain qu'ils vont recevoir de l'argent des fédéraux pour financer leurs démarches judiciaires, pour s'assurer, n'est-ce pas, de faire invalider cette nouvelle loi identitaire du Québec. Ah, voyez-vous, c'est ça la Charte canadienne des droits et libertés. Ça sert à invalider les lois identitaires québécoises. Hier, c'était la loi 101, aujourd'hui, c'est la loi 21, et demain, ce sera la loi 96. La Charte canadienne des droits et libertés, voyez-vous, ça sert à aider des prédicateurs extrémistes à semer la division et à planter la haine dans nos cœurs. La Charte canadienne des droits et libertés, ça permet à des présumés meurtriers de sortir de prison sans avoir subi un procès, et ça prive les proches des victimes de leur droit à la justice. La Charte canadienne des droits et libertés, ça permet de nous traiter de racistes, de fascistes, de nazis, et ce, au nom de la tolérance en plus. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en ai assez qu'on subisse ces camouflets, ces outrages et ces affronts et ces avanies. Alors, il faut reprendre le combat, il faut renouer avec la lutte constitutionnelle, le combat pour la nation, et c'est comme ça qu'on va convaincre un jour nos concitoyens de se tourner vers l'indépendance du Québec. Merci. Merci. Merci beaucoup.